Ce matin-là, le soleil se leva joyeusement sur le village de Nether Barrow, comme s'il n'avait pas lu l'avis affiché devant l'église Sainte Mildred. C'était le genre de journée où les oiseaux gazouillaient de façon indécente et où les Tysisigm, abeilles, bourdonnaient avec une détermination exagérée. Pourtant, dans la gaieté de la fin du printemps, un cortège funèbre serpentait le long du chemin de gravier menant au cimetière. Miss Jane Marple, qui ne manquait jamais une cérémonie, villageoise, qu'elle soit joyeuse ou sombre, était assise avec soin sur le 3e banc, vêtue de noir et tenant un mouchoir délicatement brodé de violettes. Aux yeux de tous, elle était l'image même de la solennité, ses yeux bleus attentifs derrière son voile de dentelle. La défunte serait Madame Albertine Blunt, veuve du regretté major Geoffrey Blunt, retrouvée 3 matins plus tôt dans sa chaumière, effondrée à côté d'un escabeau renversé et d'une boîte de confiture de rhubarbe. Un accident, déclara le docteur Griffiths, probablement une crise cardiaque. Elle avait 69 ans, un bon âge. Là, comme l'avait remarqué plus d'un villageois, généralement suivi d'une gorgée de thé pensive ou d'une bouffée de pipe satisfaite. Les personnes en deuil étaient assez nombreuses. Mademoiselle Wetherby, de l'épicier, était venue avec sa sœur. Monsieur et Madame Lorimer avaient l'air sinistrement convenables. Même le révérend Hargreaves, dont les sermons étaient souvent aussi libres que le lierre sur le mur de son presbytère, était mesuré et concis. Puis, au moment précis où la chorale commençait à chanter « Abide with me », les portes de l'église s'ouvrirent en grinçant et la défunte entra. Les halètements se propagent comme un vent soudain. Dame Blunt, rondelette, aux joues roses, vêtue d'un imperméable gris pratique et de son chapeau de paille à large bord habituel, s'arrêta à mi-chemin de l'allée, cligna des yeux en regardant la foule rassemblée et dit, très distinctement, « Oh, oh là là, je crois bien que je me trompe de service. » Chaos. Miss Wetherby laissa tomber son livre de cantiques. Le jeune Leonard Hargreaves, assistant son père à l'autel, laissa échapper un petit cri aigu. Le vieux monsieur Lorimer se leva à demi, puis se rassit, incertain du monde auquel il appartenait désormais. Seule Miss Marple, après une brève inspiration, ajusta l'angle de son voile et plissa les yeux avec intérêt. Albertine Blunt resta plantée, là, clignant des yeux, puis se retourna et sortit, laissant derrière elle une légère traînée d'eau de rose et de pastilles de gingembre. Plus tard, autour de tasses de thé et de napperons en dentelle, Nether Barrow bouillonnait de théories. Était-ce une erreur d'identité? Une sœur jumelle inconnue? Madame Blunt avait-elle simulé sa mort pour une raison incompréhensible, puis avait-elle perdu son sang-froid? Était-elle seulement réelle? La police est arrivée rapidement, tout comme le docteur Griffiths, qui semblait considérablement moins confiant qu'au moment de sa déclaration de décès. À midi, le cercueil fut ouvert, vide. Le corps, tel qu'il était, avait disparu. Les villageois étaient en émoi. L'inspecteur Kreil, appelé du siège du comté de Mush Dithering, était un homme audacieusement téméraire, aux pieds imposants et au goût prononcé pour l'exaspération. Il recueillait les témoignages, fronçait les sourcils et semblait plus offensé que déconcerté. Miss Marple, quant à elle, était assise dans son salon ce soir-là, une tasse de Darjeeling faible à la main et une pelote de laine bleue fraîche à côté de ses aiguilles. « J'ai toujours trouvé Madame Blunt plutôt théâtrale, » murmura-t-elle à voix haute, mais à personne en particulier. Mais assister à ses propres funérailles, c'est un peu plus dramatique que d'habitude. Son chat tigré, Sir Pounce, cligna des yeux d'un air approbateur depuis le rebord de la fenêtre. Dehors, le crépuscule s'installait sur les haies et les toits de chaume du tumulus du néant. Le mystère ne faisait que commencer. Les bottes de l'inspecteur Kreil résonnaient sur les dalles de l'église Sainte Mildred, tandis qu'il aboyait des ordres aux agents, qui se déplaçaient avec l'empressement maladroit d'hommes peu habitués à s'occuper de cadavres ambulants. L'église, désormais vidée de ses fidèles et submergée de questions, était devenue un lieu de chaos silencieux. Dehors, les villageois s'attardaient en groupes incertains, murmurant des théories sur un ton mêlant scandale et jubilation. L'intérieur, Miss Marple s'attardait derrière un banc, ses mains gantées soigneusement repliées sur son sac à main. Elle regarda Kreil rouvrir le cercueil, bien qu'il ait déjà été ouvert une demi-heure plus tôt, et scruter l'intérieur,
comme si le corps avait pu s'y glisser sans que personne ne le voie. Rien, grogna-t-il. Rien que la doublure. Il se tourna vers le docteur Griffiths, qui se tenait raide à proximité, le visage tacheté de rouge et de confusion. Tu as dit qu'elle était morte. Je l'ai fait, oui. Elle a été retrouvée froide, inconsciente, pas de pouls. Je l'ai examinée sur place pour l'amour du ciel. Je n'aurais pas... Vous avez signé le certificat. Oui. Et je ne comprends pas comment c'est possible, à moins que... Il hésita, jeta un coup d'œil à Miss Marple comme s'il prenait soudain conscience de sa présence, puis baissa la voix. Une maladie rare, peut-être la catalepsie. Ça arrive, 1 fois sur 100 000. Rare, répéta Crail d'un ton neutre. Et pourtant, nous y sommes. Miss Marple, comme si elle avait compris le fil de leur conversation, cligna poliment des yeux et s'approcha. « Pardonnez-moi de vous avoir entendu, dit-elle d'une voix douce et désolée. Mais j'ai toujours pensé qu'il était important de faire la distinction entre les morts et les simples importuns. » Crail lui lança un regard, une légère irritation, tempérée par la familiarité. Il avait déjà eu affaire à Miss Marple, et si sa présence sur une scène de crime était souvent synonyme de progrès, elle était rarement synonyme de réconfort. « Avez-vous vu Madame Blunt avant la cérémonie » demanda-t-il brusquement. « Je ne l'ai pas vue, » répondit Miss Marple. « Elle est arrivée après le début du cortège. Mais je l'ai vue très distinctement il y a 3 jours, dans son jardin. » Crail fronça les sourcils. « Il y a 3 jours, mais elle a été retrouvée morte ce matin-là. »« Oui, » répondit Miss Marple avec un léger sourire. Ce qui m'a semblé étrange. Crail fronça les sourcils. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» J'ai cru me tromper. Tu sais comme la lumière peut jouer des tours au petit matin. Mais je revenais de la poste et je l'ai vue debout près du gros cellier, vêtue de son habituel cardigan bleu et de son chapeau de paille. Elle m'a fait signe. Le docteur Griffiths semblait sur le point de laisser tomber son stéthoscope. Impossible. Son corps était déjà à l'intérieur. Oui, c'est ce qui m'a troublé. Crail se passa la main dans les cheveux. Alors, tu insinues que la femme que nous avons enterrée n'est pas Madame Blunt, finalement ? Miss Marple pencha la tête. Je suggère qu'il y a une mise en scène théâtrale, inspecteur. La question est, qui a écrit le scénario ? Le soir, Nether Barrow était gonflé d'excitation. Les villageois observaient derrière les rideaux, de dentelle, spéculaient par-dessus les poteaux de clôture et se rassemblaient dans le salon de thé de Madame Arbottle pour échanger des conjectures farfelues. Madame Pym était certaine d'avoir aperçu Albertine Blunt dans la file d'attente du boulanger la veille. Monsieur Drew, le marguillier, affirmait avoir senti une odeur de lilas dans l'église juste avant la disparition du corps. Un présage, insistait-il. Miss Marple, cependant, se préoccupait moins des présages que des détails pratiques. Ce soir-là, après son dîner solitaire, elle prit son châle et descendit Church Lane, s'arrêtant devant le cottage bordé de lierre où Albertine Blunt avait vécu 20 ans. Le portail était entr'ouverte. La porte d'entrée aussi. Elle hésita, brièvement avant d'entrer. Le hall était bien rangé, de ce genre de rangement qui laissait présager un ordre récent et précipité, plutôt qu'une attention particulière. Une odeur de cire à la lavande flottait dans l'air. Miss Marple, se déplaçant avec une précision silencieuse, entra dans le salon. Le feu était allumé, mais éteint, les napperons impeccables. Sur la table, à côté d'une tasse de thé, intacte, se trouvait une enveloppe. Il était écrit à l'encre noire épaisse, à lire seulement si je suis retrouvée, mort Miss Marple n'y toucha pas. Elle la laissa là et regarda autour d'elle, remarquant la photo encadrée du major Blunt, un homme à la mâchoire sévère et au regard militaire, et à côté, une photo plus récente. Albertine, avec une femme beaucoup plus jeune, peut-être une nièce. La ressemblance était vague, mais le souvenir de Miss Marple s'éveilla. Du couloir est venu le bruit d'un pas. Elle s'est retournée. Mademoiselle Marple ? C'était l'inspecteur Crail, une lanterne à la main, un agent de police derrière lui. « Ah, inspecteur, dit-elle calmement. J'ai pensé que quelqu'un devrait vérifier si les affaires de Madame Blunt étaient en ordre. » Crail entra et examina la pièce. Son regard se posa sur l'enveloppe, mais Miss Marple leva la main. « Je ne l'ouvrirai pas tout de suite. Pas avant d'être certain de la mort à laquelle il fait référence.
tu penses que ça ne fait pas du tout référence à Madame Blunt? Je pense que nous devons envisager cette possibilité. Cela pourrait faire référence à la femme retrouvée morte dans cette maison, quelle qu'elle soit. Crail avait l'air sombre. Tu crois qu'elle se faisait passer pour Madame Blunt? Je crois que quelqu'un voulait nous faire croire qu'il s'agissait de Madame Blunt. La ressemblance était convaincante, mais je me demande si la personne ayant vu le corps connaissait suffisamment Albertine pour confirmer son identité. Crail ne dit rien, mais son silence en dit long. « Et le cercueil ?» demanda Miss Marple à voix basse. « Savons-nous qui s'est occupé des préparatifs? Monsieur Halliwell, l'entrepreneur des pompes funèbres. Il a reçu le corps directement du docteur Griffiths et l'a préparé sans poser de questions. Aucun membre de la famille ne s'est manifesté, parce qu'Albertine n'en avait pas à proximité, dit Miss Marple, presque pour elle-même. Sauf, peut-être, cette fille. Quelle fille? Il y a une photo, une jeune femme, peut-être 25 ans, debout à côté d'Albertine, souriante. Je crois l'avoir vue une fois l'année dernière, à l'épicerie du village. On dit que c'est une nièce de Londres. Je vais devoir vérifier auprès de Madame Perry. Elle connaît toute l'histoire de la famille et n'hésite pas à écouter aux portes. Crail semblait fatigué. Nous avons donc peut-être une femme morte dont nous ignorons le nom, une femme vivante présumée morte, et une fausse identité entre elles. Oui, répondit Miss Marple d'une voix toujours douce. Et la question devient, à qui a profité la mort d'Albertine? Et qu'a gagné la véritable Albertine en disparaissant? Crail resta silencieux un instant. Puis il prit l'enveloppe et la tint délicatement dans sa main gantée. Je vais mettre ça en garde à vue. Miss Marple hocha la tête. Un choix judicieux. Dehors, la lune était basse sur les toits du village, argentant les haies et illuminant le parfum des chèvrefeuilles à floraison tardive. Les rues étaient calmes, mais l'inquiétude planait dans l'air, telle une porte entr'ouverte par une nuit venteuse. De retour à son cottage, Miss Marple se remit à tricoter, bien que ses aiguilles bougeassent plus lentement que d'habitude. Ses pensées, comme un fil trop serré, ne cessèrent de filer. Une femme présumée morte était entrée à ses propres funérailles, souriante comme si elle avait assisté à une fête surprise. Une autre femme, peut-être encore anonyme, était morte à sa place. Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que les accidents se déroulaient rarement aussi bien. Et elle avait aussi appris que les gens les plus ordinaires gardaient souvent les secrets les plus extraordinaires. Le lendemain matin, frais et sans nuages, le genre de matin que Miss Marple associe toujours à la clarté de l'air et de l'esprit. Elle était assise près de la fenêtre de sa cuisine, avec une théière et le journal du village, même si ses yeux parcouraient ces colonnes par habitude. Ses pensées restaient fixées sur les questions qui tournaient silencieusement dans sa tête. Une femme, présumée morte, était revenue discrètement. Une autre, inconnue et anonyme, était morte à sa place. Qui était vraiment morte et qui avait fait en sorte qu'elle soit prise pour Albertine Blunt? Le téléphone sonna, sa note stridente interrompant sa contemplation. Mademoiselle Marple, c'était l'inspecteur Crail, d'un ton sec mais respectueux. J'ai fait examiner la lettre. Je pense que vous feriez mieux de venir au poste. Elle arriva 20 minutes plus tard, son châle soigneusement noué sur les épaules, et fut conduite dans le bureau de l'inspecteur, où la lettre reposait désormais, soigneusement dépliée, sur le bureau. Crail la désigna d'un geste avec un soupir. « Tu as bien fait d'être prudent. C'est écrit par Albertine Blunt, c'est vrai, mais ça n'a pas beaucoup de sens. » Miss Marple se pencha pour lire. L'encre était épaisse, les boucles exagérées, une écriture faite par agitation, peut-être, ou par peur, à qui cela peut concerner. Si je suis retrouvé mort, ce ne sera pas de cause naturelle. Ne vous fiez pas au visage que vous voyez s'il sourit trop facilement. Il y a une dette impayée. Et le passé, comme on dit, n'est jamais enterré bien longtemps. Abbé Crail tapota du doigt le bord de la lettre. Aucune mention de qui pourrait lui vouloir du mal, aucune menace précise. C'est vague, énigmatique. Miss Marple murmura, pourtant révélateur. Cette phrase sur le sourire trop facile. Albertine n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler une femme chaleureuse. Pas hostile, remarquez, mais pas encline aux démonstrations publiques de bonne humeur. Et je l'ai remarqué hier, la femme à l'enterrement était rayonnante. Tu penses qu'elle voulait faire allusion à un imposteur?
Je pense qu'elle voulait dire exactement cela. Elle était peut-être effrayée, voire méfiante envers un proche. Mais il y a plus. Une dette impayée. Pas une dette financière, je suppose. Non, quelque chose de plus ancien. Émotionnel. Vengeance ou la restitution. Les vieux péchés projettent de longues ombres, inspecteur. Crail se rassit en gémissant. Alors maintenant, nous ne cherchons plus seulement une morte inconnue, mais des péchés commis il y a on ne sait combien d'années. Et tout ce que nous avons, ce sont des lignes énigmatiques et des ragots de village. Les ragots peuvent être très utiles, dit Miss Marple d'un ton doux, à condition de les écouter avec les bonnes oreilles. Elle quitta la gare d'un air déterminé et se dirigea directement vers le presbytère, où elle savait qu'elle trouverait Madame Perry, épouse du vicaire, présidente du Cercle des Missions des Dames et source inégalée d'histoire sociale à Netherbarrow. Madame Perry l'accueillit avec plaisir et lui apporta rapidement du thé et du gâteau aux graines. « Quelle histoire avec Madame Blunt !» dit-elle essoufflée. « Vivante puis morte puis à nouveau vivante. On se croirait dans un roman. » Miss Marple sourit doucement. « J'espère que vous pourrez m'aider à démêler une partie de tout, ça. Vous vous souvenez que la nièce d'Albertine, une jeune londonienne, est venue brièvement au printemps dernier. Ah oui, je le sais. Caroline, quelque chose. Très stylée. Plutôt jolie. Elle ne parlait pas beaucoup, cependant. Elle semblait toujours observer. Caroline, c'est vrai. As-tu déjà appris son nom de famille ? Madame Perry pinça les lèvres. Ridgway, je crois. Oui, Caroline Ridgway. Elle est venue à l'un des déjeuners de la mission, s'est assise au fond. Elle a dit qu'elle travaillait au théâtre ou au maquillage. Une fille très moderne. Est-ce qu'elle ressemblait à Albertine ? Oh oui, mêmes yeux. Cheveux plus clairs, mais forme du visage similaire. On pourrait facilement l'imaginer plus jeune. Miss Marple hocha la tête. Diriez-vous qu'elle aurait pu se faire passer pour sa tante ? Eh bien, Madame Perry cligna des yeux. Je suppose que si on en avait envie, mais pourquoi le ferait-elle ? Miss Marple ne répondit pas. Elle remercia Madame Perry et ressortit dans la rue du village, ses pensées s'assombrissant comme des nuages sur un ciel autrefois clair. Caroline Ridgway, jeune, observatrice, moderne, théâtrale, avec peut-être accès au maquillage et au costume, et très probablement au courant des habitudes, de la garde-robe et des manières de sa tante. De retour chez elle, Miss Marple rédigea un bref mot et le tendit au jeune Peter, le petit-fils de Madame Bantry, qui faisait souvent des courses pour elle. En moins d'une heure, elle eut la confirmation. Caroline Ridgway avait récemment travaillé au département des costumes d'un théâtre itinérant à Oxford, le genre d'endroit où l'on apprend à changer d'apparence de manière convaincante et à mentir avec aisance. Elle a apporté ses découvertes à Crail cet après-midi-là. Vous croyez que cette nièce s'est fait passer pour Albertine ? Miss Marple hocha la tête. Et je crois qu'Albertine le savait. Ou du moins, elle le soupçonnait. Mais pourquoi ? Que pourrait-elle gagner à simuler la mort de sa tante ? Je me suis posé la même question. Mais et si ce n'était pas du tout l'idée de Caroline ? Et si Albertine avait une raison de disparaître et que Caroline l'avait aidée ? Seulement, quelque chose a mal tourné. L'une d'elles a fini par mourir. Crail croisa les bras. Alors, c'est lequel ? Qui est enterré ? Et qui se promène en faisant semblant du contraire ? Cela, je le crains, dit Miss Marple. Nécessite d'abord une réponse à une autre question. Qu'est-ce qu'Albertine avait à cacher ? Tard dans l'après-midi, l'inspecteur Crail obtint un mandat et retourna au cottage d'Albertine avec une petite équipe. Miss Marple les rejoignit, se tenant silencieusement tandis qu'on ouvrait les tiroirs, qu'on tirait les livres et qu'on examinait les cartons. Dans la chambre du fond, sous le plancher, ils ont trouvé un paquet enveloppé dans une toile cirée. L'intérieur, des lettres, vieux, jaunies, attachées avec un ruban. Elles étaient adressées à « Mon cher Bertie », ancien surnom du major Blunt, et elles n'étaient pas écrites par Albertine. L'un était daté de juillet 1916, envoyé d'un hôpital de la Croix-Rouge en France. Un autre, plus tardif, provenait du Sussex, et puis une autre datée de 2 ans après le mariage du major Blunt avec Albertine. Miss Marple les lut en silence.
Son visage était indéchiffrable, à l'exception d'une lueur de tristesse dans ses yeux. « Une liaison » demanda Creil en feuilletant les pages. « Et alors ?»« Pas seulement une liaison, » dit doucement Miss Marple. « Un enfant. Ces lettres parlent d'une petite fille, abandonnée. La mère a supplié Bertie de la prendre chez elle. Il a refusé. Mais la mère est restée en contact. « Caroline ?» demanda Creil, le sourcil levé. « Très probablement. Une fille de cet enfant, la petite fille illégitime du mari d'Albertine. Ce qui expliquerait pourquoi Caroline est venue ici au printemps dernier. Et pourquoi Albertine n'a peut-être pas apprécié sa visite. » La bouche de Creil se ferma. « Alors, revenons aux motivations. »« Oui, » dit Miss Marple. « Maintenant, réfléchissez. Albertine, une femme fière, peut-être humiliée par la trahison de son mari. La jeune fille arrive, polie, bien élevée, mais témoin vivant d'une honte ancienne. Pourtant, il devait y avoir quelque chose de plus, assez pour déclencher un plan. Une disparition, une fausse mort. Elle regarda Creil. Imaginez qu'Albertine ait craint d'être surveillée. Imaginez qu'elle ait écrit ce mot en s'attendant au pire. Creil fronça les sourcils. Ça n'explique toujours pas lequel est mort. C'est vrai, dit Miss Marple d'une voix douce. Cela explique qu'Albertine s'attendait à quelque chose. Peut-être une confrontation, peut-être du chantage, peut-être pire. Creil hocha lentement la tête, les rides de son front se creusant. Il faut identifier le corps, pour de vrai, cette fois. Un dossier dentaire, quelque chose de fiable. Miss Marple posa une main sur la table, pensive. Il y a peut-être un autre moyen. Elle se tourna vers l'enveloppe toujours posée sur le bureau et désigna le seau de cire, brisé maintenant, mais la faible empreinte d'un seau encore, visible. Je crois que le major Blunt avait enterré cette bague avec lui. Si elle a disparu de sa tombe, nous saurons qui a ouvert l'enveloppe après coup et qui voulait que nous lisions cette lettre. Creil émit un léger sifflement. « Vous dites que le meurtrier voulait le retrouver ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Je dis simplement que le meurtrier a fait en sorte que le meurtre soit découvert trop tard. » La brume matinale persistait sur Netherbarrow tandis que Miss Marple et l'inspecteur Creil se dirigeaient vers le cimetière du village. Le cimetière était silencieux, à l'exception de quelques lève-tôt occupés à planter des fleurs et à ramasser les feuilles mortes. La tombe du major se trouvait au fond, ombragée par un if centenaire dont les branches torsadées murmuraient, des secrets dans la brise. Les bottes de Creil craquèrent doucement sur le chemin de gravier, tandis qu'il s'approchait de la pierre, où les mots « Major Reginald Blunt, D.S.O. » étaient gravés profondément et clairement, bien que patinés, par le temps. Miss Marple observait la scène avec son calme habituel. La tombe était fraîchement ornée d'une modeste composition de chrysanthèmes fanés et d'une rose rouge. « Vous savez, inspecteur, » commença-t-elle, « on oublie souvent que la mort ne marque pas la fin de l'histoire dans un village comme celui-ci. Elle ne fait que modifier le récit. » Creil s'accroupit près de la tombe, écartant quelques feuilles pour révéler le sol près de la pierre tombale. « Tu voulais vérifier la chevalière ?»« Oui. Si la bague a été enterrée avec le major Blunt, son absence pourrait révéler que quelqu'un a dérangé la tombe après les funérailles. » Miss Marple scruta attentivement le sol. Au bout de quelques instants, la main de Creil effleura quelque chose de dur sous la terre. Il en sortit une petite boîte en métal terni, dont le couvercle était légèrement plié, mais intact. « Tiens, tiens !» murmura-t-il. « Qu'avons-nous là ?» Miss Marple accepta la boîte avec douceur, remarquant la délicate gravure d'une rose enlacée autour d'un B sur le couvercle. À l'intérieur, posée sur un coussin de velours délavé, se trouvait une chevalière en or, au design reconnaissable entre mille, mais le velours en dessous était légèrement taché de saleté. « Quelqu'un l'a enlevé et remis ici, » observa Miss Marple. « Mais non sans hâte. Cela doit être récent. » Creil fronça les sourcils. « Qui aurait l'audace de déranger une tombe? Et pourquoi cacher à nouveau la bague au lieu de la garder? »« C'est ce que nous devons découvrir, » répondit Miss Marple. « C'est un message, mais un message énigmatique. » De retour au poste, la bague fut soigneusement emballée et étiquetée. Mais Miss Marple réfléchissait déjà aux implications. Elle demanda à Creil si les effets personnels du major avaient été inventoriés après sa mort. Selon le testament, ils furent transmis à sa veuve, Albertine. Mais dans la confusion actuelle,
Qui peut dire où tout cela se trouve vraiment? Peut-être devrions-nous visiter le cottage une fois de plus, suggéra-t-elle, pour rechercher d'autres objets appartenant au major qui auraient pu être oubliés. Le soleil de l'après-midi baissait tandis que Miss Marple et Crail regagnaient le cottage douillet, recouvert de lierre. L'air intérieur sentait légèrement la lavande et le vieux papier. Le ménage de Madame Bantry avait été minutieux depuis les funérailles, mais quelques objets restaient intacts. Le grand registre relié en cuir posé sur le bureau et une boîte en bois usée sous le plancher. Miss Marple s'agenouilla près du bureau, caressant délicatement le dos du registre. Elle l'ouvrit avec précaution et y trouva une liste de noms et de dates. Un livre de comptes, semblait-il, enregistrant des transactions financières s'étalant sur plusieurs années. La plupart étaient anodines, des paiements pour des fournitures, ménagères et l'entretien du jardin. Mais vers la fin, une série de paiements plus importants et irréguliers attira son attention, datés de quelques mois seulement avant la mort apparente d'Albertine. « Regardez ça, inspecteur, » dit-elle, en désignant les noms à côté des entrées. Celui-ci, Madame Evelyn Mercer, apparaît plusieurs fois. Crail plissa les yeux vers le registre. Evelyn Mercer, elle habite à la lisière du village, n'est-ce pas? Une veuve âgée. Difficile de croire qu'elle soit impliquée dans quoi que ce soit de fâcheux. Pas si vite, répondit Miss Marple. Parfois, ce sont les plus discrets qui cachent les plus grandes faiblesses. Elle passa la main sous le plancher et souleva délicatement la boîte. Elle était légère, mais une fois ouverte, elle révéla une collection de photographies, de lettres et une petite pile de télégrammes décolorés. Une photographie montrait une jeune Albertine en compagnie d'une femme aux cheveux noirs. Evelyn Mercer, sans aucun doute, toutes deux souriantes, mais avec une tension qui trahissait quelque chose de plus profond. Parmi les lettres, il y en avait une soigneusement pliée, l'encre tachée, mais encore lisible. Elle parlait du secret, d'une dette à payer et du prix du silence. Les télégrammes contenaient des messages urgents, les dates convergeant vers la disparition d'Albertine. Miss Marple disposa soigneusement les papiers sur le bureau. Il semble qu'Albertine et Evelyn partageaient plus qu'une simple relation, de voisinage. Crail prit un télégramme et le lut à voix haute. Réunion immédiate, important et dangereux. Ne faites confiance à personne. Daté de 2 jours avant les funérailles. L'inspecteur leva brusquement les yeux. Evelyn aurait-elle pu être impliquée dans ce qui s'est passé? Peut-être, ou peut-être était-elle témoin ou complice. Mais la question demeure. Quel secret les liait si étroitement qu'Albertine craignait pour sa vie? La soirée s'approfondissait, et les 2 hommes quittèrent le chalet avec plus de questions que de réponses. En parcourant les rues du village, les ombres s'allongeaient, et les maisons silencieuses semblaient retenir leur souffle. Miss Marple rompit le silence. « Inspecteur, avez-vous envisagé une autre possibilité? Que la peur d'Albertine ne provienne, pas d'un étranger, mais de quelqu'un du village, quelqu'un en qui elle avait confiance depuis des années. » Crail hocha lentement la tête. Cela expliquerait la soudaineté de la disparition, la mort simulée, le secret. Mais cela restreint aussi le champ des possibles. Nous devons savoir qui a tout à y gagner. Miss Marple sourit faiblement. Et cela sera révélé bien assez tôt, je pense. Ce soir-là, alors que le village s'installait dans la nuit, Miss Marple était assise près de son feu, réfléchissant aux découvertes de la journée. Les paiements du grand livre, la mystérieuse relation avec Evelyn Mercer, le retour de la chevalière, autant de fils tissés dans une délicate tapisserie de peur, de loyauté et de trahisons humaines. Son esprit revint aux funérailles, à la femme rayonnante qui avait pris la place d'Albertine, et aux indices subtils que personne d'autre n'avait remarqués. Les petites habitudes, les gestes discrets, les tensions inexprimées. Quelque part dans le Nether Barrow, la vérité attendait, enveloppée dans la vie modeste de ses habitants. Et Miss Marple, avec sa douce persévérance et sa grande compréhension, était prête à la découvrir. Alors que l'horloge sonnait minuit, elle prit son tricot et s'installa, sachant que demain la rapprocherait encore plus du cœur du mystère. G.
Lendemain matin, pâle et gris, une légère bruine estompait les toits du village et faisait luire les pavés d'humidité. Netherbarrow avait retrouvé son calme habituel, mais sous la surface, une tension subtile planait dans l'air, comme une brume persistante. Miss Marple se sentit obligée de se rendre à l'épicerie du village, au lieu de ragots et d'informations, où les bavardages révélaient souvent des vérités cachées sous des sourires polis. À l'intérieur de la modeste boutique, l'odeur du pain frais se mêlait à celle du savon et des sachets de lavande. Madame Goodwin, la commerçante, se tenait derrière le comptoir, polissant un pot de marmelade avec un soin méticuleux. Lorsqu'elle aperçut Miss Marple, ses yeux s'illuminèrent, malgré une pointe de malaise. « Bonjour, Miss Marple », la salua-t-elle, avec sa chaleur habituelle. « J'ai entendu dire que les choses sont encore assez incertaines, avec les funérailles et tout le reste. »« Oui, Madame Goodwin », répondit Mademoiselle Marple en choisissant une boîte de thé Earl Grey. « On dirait que le village regorge de questions, et toutes ne sont pas impatientes d'y répondre. » Madame Goodwin hésita, jetant un coup d'œil vers la porte, craignant d'être entendue. « Je ne vous l'ai pas dit, bien sûr, mais on a parlé d'Evelyn Mercer. Certains disent qu'elle a été vue en train de rencontrer Albertine quelques jours avant les funérailles, tard dans la nuit, paraît-il. » L'intérêt de Miss Marple fut piqué. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué cette réunion? Ou peut-être a-t-il entendu ce qui s'est dit? Pas à ma connaissance. Les habitants de Netherbarrow ne sont pas aussi discrets qu'ils le croient, mais certaines choses passent inaperçues. Pourtant, Evelyn est du genre réservé, et l'a toujours été. Les gens ne s'approchent pas assez pour savoir grand-chose. « En effet, » murmura Miss Marple en posant le thé sur le comptoir. « Merci, Madame Goodwin, c'est très utile. » En quittant la boutique, Miss Marple pensa à Evelyn Mercer. La vieille veuve était connue pour être solitaire, mais son intimité cachait peut-être plus qu'une simple solitude. Elle décida qu'une visite au cottage d'Evelyn s'imposait. L'étroit chemin menant à la maison d'Evelyn serpentait à travers la partie la plus ancienne du village, où des chaumières battues par les intempéries se serraient les unes contre les autres, comme si elles se chuchotaient des secrets. La maison d'Evelyn était petite, avec des rosiers grimpants, fanés, s'enroulant, autour de l'encadrement de la porte. Lorsque Miss Marple frappa, un rideau se contracta et la porte s'ouvrit sur une femme frêle au regard perçant, encadrée de cheveux argentés. « Mademoiselle Marple », dit Evelyn avec un léger sourire, mais sa voix était teintée de prudence. « Je ne m'attendais pas à une visite. J'espère ne pas vous déranger, » répondit doucement Miss Marple. « Je me demandais si nous pourrions parler d'Albertine Blunt. J'ai cru comprendre que vous vous connaissiez. » Evelyn hésita, puis s'écarta. « Entrez alors. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. » À l'intérieur, l'air était chargé d'un parfum de vieux livres et d'herbes séchées. Evelyn désigna un fauteuil usé près de la cheminée. Albertine et moi, nous partagions bien plus que de simples salutations de voisinage. Nous avions une sorte de pacte, des secrets, qui nous unissaient. Miss Marple s'installa dans son fauteuil, le regard fixe. Un pacte? Oui. Albertine me devait de l'argent, une dette vieille de plusieurs années, mais pas seulement financière. Des promesses avaient été faites, des choses qui, si elles étaient révélées, changeraient tout à Netherbarrow. Miss Marple hocha lentement la tête. Vous parlez de choses qui pourraient être dangereuses. Très dangereux, admit Evelyn. Albertine était effrayée. Les lettres que vous avez trouvées, c'étaient des appels à l'aide, voilés mais désespérés. Elle craignait qu'un proche ne cherche à la réduire au silence. Est-ce qu'elle a nommé cette personne? Les yeux d'Evelyn scintillèrent de douleur. Non, mais je crois qu'elle parlait de sa propre famille. Les doigts de Miss Marple se croisèrent sur ses genoux. Les Blunt vivent ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Des générations, confirma Evelyn. Reginald était le dernier de la lignée, du moins c'est ce que nous pensions. Sa famille? Ils sont fiers et défendent farouchement leur nom. Albertine vous a-t-elle confié quelqu'un en particulier? Une menace peut-être? Evelyn secoua la tête. Elle parlait par énigme. Mais je suis au courant d'une dispute entre Albertine et son neveu, Charles. Ils se sont disputés âprement au sujet de la succession juste avant la disparition.
L'esprit de Miss Marple catalogua cette nouvelle pièce. Charles Blunt, le neveu du major, était resté le plus souvent dans l'ombre depuis les funérailles, sa présence remarquée mais largement ignorée. Pourtant, il apparaissait désormais comme un personnage potentiellement important. « Sauriez-vous où Charles se trouve actuellement » demanda Miss Marple. Evelyn jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il logeait dans le vieux moulin, à la périphérie, loin du village. Miss Marple se leva et ajusta son châle. « Merci, Madame Mercer. Votre franchise est appréciée. » Dehors, la bruine avait cessé, mais les nuages étaient encore bas. Le moulin se trouvait à quelques pas des limites du village, un bâtiment en pierre patiné par des années de négligence et d'abandon. En approchant, Miss Marple et Crail remarquèrent des traces de pas fraîches menant à la porte, signe d'occupation récente. À l'intérieur, l'air était froid et vicié. Les meubles étaient éparpillés et les papiers jonchaient le sol, comme s'ils avaient été déplacés à la hâte. Le regard perçant de Miss Marple remarqua une photographie déchirée, en partie dissimulée sous un pied de table. On y voyait Albertine, souriante, mais avec une ombre d'inquiétude dans le regard, et à côté d'elle, Charles Blunt, plus jeune et provocateur. Crail inspecta la pièce. On dirait que quelqu'un est parti précipitamment. Le regard de Miss Marple se posa sur un morceau de papier plié par terre. Elle le ramassa délicatement. C'était une lettre, écrite à la hâte, l'encre maculée, mais les mots étaient urgents. On ne peut pas leur faire confiance. Il faut agir, avant qu'il ne soit trop tard. La bague signifie tout. « La bague !» répéta Crail, se souvenant de la chevalière trouvée dans le cimetière. Oui, celui qui a écrit cette découverte redoutable, et la bague est clairement la clé de son plan. Des pas résonnèrent derrière eux. Se retournant, ils découvrirent Charles Blunt debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, mais serein. « Inspecteur Crail, Mademoiselle Marple, » dit-il avec un calme forcé. « Je vois que vous êtes comme chez vous. » Crail s'avança. « Nous avons des questions, Monsieur Blunt, à propos de votre relation avec votre tante et de cette lettre. » Le regard de Charles s'est égaré avec nervosité. « Ma tante a vécu ces derniers jours dans un état difficile. Nous étions en désaccord sur beaucoup de points, mais je ne voulais pas lui faire de mal. »« Alors pourquoi fuir le village ?» demanda doucement Miss Marple. Charles déglutit. « Parce que j'avais peur pour ma vie. Après les funérailles, des choses étranges ont commencé à se produire. Des lettres menaçantes, des serrures cassées. Je pensais être le prochain. » Miss Marple réfléchit à la question, pesant les pièces du puzzle. « Qui vous voudrait du mal à tous les deux ?» Charles hésita. « Je ne sais pas, mais je soupçonne quelqu'un de vouloir à tout prix contrôler la fortune familiale. » Crail hocha la tête. « Il va falloir approfondir la question de la succession Blunt. L'enjeu est plus vaste qu'un simple héritage. » Alors que Charles partait, l'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Il cache quelque chose. Mais quoi ?» Miss Marple sourit faiblement. « Oh, inspecteur, c'est précisément à cette question que nous devons répondre. » De retour à son cottage ce soir-là, Miss Marple méditait sur les révélations de la journée. Les fils de la tromperie et de la peur se resserraient autour du village, et la chevalière, symbole de l'héritage Blunt, restait au cœur de tout. Son esprit, vif, était alerte, mais elle savait que la véritable épreuve était encore à venir. À Netherbarrow, sous la surface paisible de la vie villageoise, le danger rôdait encore, patient, silencieux et mortel. Et Miss Marple, toujours observatrice et résolue, se rapprochait de la vérité. Le lendemain matin, l'air se fit plus froid, le vent d'automne murmurant à travers les branches squelettiques des chênes du village. Netherbarrow était enveloppé d'un profond malaise, les bavardages habituels du marché et le bourdonnement des tâches quotidiennes atténuées par le poids des événements récents. Miss Marple, cependant, n'avait jamais trouvé une atmosphère aussi peu engageante. C'était dans des moments comme ceux-là que son sens de l'observation et sa contemplation silencieuse la mettaient le plus à l'aise. Elle se retrouva dans la petite église du village, où le parfum persistant des lys et du vieux bois emplissait l'air frais. Les bancs étaient vides, à l'exception de quelques paroissiens venus rendre hommage ou chercher du réconfort. Le regard de Miss Marple fut attiré par la plaque de laiton poli près de l'autel,
commémorant la famille Blunt, dont les noms étaient gravés en lettres majuscules. L'héritage des Blunt, si profondément ancré dans l'histoire de Nether Barrow, semblait projeter une ombre immense qui s'étendait au-delà des simples pierres tombales et des souvenirs effacés. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de l'inspecteur Crail, qui s'approcha d'un pas décidé, l'air inquiet. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, il y a eu du nouveau concernant la succession Blunt. » Miss Marple inclina légèrement la tête, l'invitant à continuer. Il semble que le notaire chargé de la succession ait découvert des anomalies, des irrégularités financières qui suggèrent un détournement de fonds au cours des dernières années. Les transactions sont subtiles, presque trop astucieuses pour un œil non averti, mais elles révèlent une tentative délibérée de dissimuler la réalité. Miss Marple réfléchit tranquillement. « Et soupçonnez-vous l'implication de Charles ?»« Blunt !» Crail secoua la tête. « Pas encore, mais Charles s'est montré plutôt évasif sur ses finances, et le fait qu'il ait fui le village si brusquement ne fait qu'accroître nos soupçons. » Miss Marple repensa à la lettre déchirée trouvée dans le moulin, à la référence à la bague et au sentiment de danger imminent qu'elle véhiculait. Les manipulations financières, les discordes familiales, les menaces voilées. Il devenait évident que le cœur de ce mystère résidait non seulement dans de vieux ressentiments, mais aussi dans l'avidité et le désespoir qui couvaient sous la surface. « Je pense que nous devrions aller voir le notaire », suggéra Miss Marple. Comprendre l'ampleur de ces irrégularités pourrait nous éclairer sur les principaux bénéficiaires de la disparition d'Albertine. Ensemble, ils se dirigèrent vers le bureau du notaire, un modeste bâtiment niché entre la boulangerie du village et la poste. Monsieur Aldridge, un homme d'âge mûr, aux manières prudentes et aux cheveux clairsemés, les accueillit avec un mélange d'appréhension et de professionnalisme. « Inspecteur, mademoiselle Marple, » dit-il en leur faisant signe d'entrer. « J'ai examiné en détail les dossiers de la succession Blunt. À première vue, les finances semblaient en ordre, mais un examen plus approfondi a révélé des irrégularités. De petites sommes ont été transférées vers des comptes obscurs et il existe des traces de réunion avec un associé inconnu au cours de l'année écoulée. » Le regard de Miss Marple s'éclaircit. « Pouvez-vous me donner des noms ou une indication sur l'identité de cet associé ?» Monsieur Aldridge hésita. « Malheureusement, aucun nom n'apparaît dans les documents. Les réunions étaient discrètes, souvent tard le soir, dans une auberge locale, le Green Lantern. L'un des registres mentionne un certain Monsieur Black, ce qui est manifestement un pseudonyme. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Le Green Lantern, savez-vous qui le possède ou le dirige ?»« Une certaine Madame Harding, une veuve venue de Londres il y a quelques années, » répondit Monsieur Aldridge. « Elle est plutôt discrète, mais l'auberge a été le théâtre de nombreuses réunions de la noblesse locale. »« Alors ce sera notre prochain arrêt, » dit doucement Miss Marple. Le Green Lantern était un établissement pittoresque, ses poutres en bois sombre et ses murs de pierre offrant un refuge contre le froid humide du village. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Madame Harding, une grande femme à l'allure posée mais réservée, servait derrière le bar, les yeux rivés sur la curiosité des nouveaux arrivants. Miss Marple se présenta, ainsi que l'inspecteur Crail, expliquant leur enquête avec délicatesse. Madame Harding écouta attentivement, l'air indéchiffrable. « Je crains de ne pouvoir révéler les affaires de mes clients, » dit-elle fermement. « Mais je me souviens d'un homme correspondant à la description de Monsieur Black. C'était une silhouette obscure, toujours assis seul dans un box d'angle, parlant rarement, et certainement pas du village. »« As-tu remarqué que quelqu'un l'avait rencontré ?» insista Crail. Madame Harding réfléchit attentivement. De temps en temps, un homme bien habillé, parfois une femme, le rejoignait. Mais ils étaient prudents. Aucun nom n'était échangé à voix haute. Miss Marple plissa les yeux. « Et l'un de vos clients habituels a-t-il eu un comportement inhabituel récemment? Des tensions ou des disputes ?» Madame Harding soupira. « L'atmosphère est étrange depuis quelques semaines. Les discussions s'apaisent brusquement. Les visiteurs partent avant l'aube. J'ose croire que les secrets sont enfouis plus profondément que dans le cimetière. » À l'extérieur de l'auberge, Miss Marple et Crail
échangèrent un regard empreint d'une compréhension tacite. L'énigme s'élargissait, la toile plus complexe qu'on ne le pensait initialement. « Nous devons être prudents », dit doucement Miss Marple. « Le véritable danger réside dans l'ombre, là où les motivations sont masquées et les apparences trompeuses. » Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple étala les pièces du puzzle qu'elle avait rassemblées, les lettres effrayantes d'Albertine, le témoignage d'Evelyn Mercer sur ses dettes et ses pactes, les évasivités et la fuite soudaine de Charles Blunt, les divergences financières pointant vers un mystérieux Monsieur Black, et les réunions voilées au Green Lantern. Ses doigts effleurèrent la chevalière posée sur son bureau, emblème silencieux du pouvoir de la famille Blunt et clé du mystère. Elle réfléchit au comportement des villageois, aux subtiles incohérences de leurs récits, aux rivalités et aux ressentiments inexprimés. Chaque détail, aussi infime soit-il, était un fil conducteur capable de démêler toute la trame. Mais la question restait, qui parmi eux était prêt à tuer pour protéger ses secrets? À mesure que la nuit s'épaississait, le regard de Miss Marple s'éclaira d'une détermination renouvelée. Le village de Netherbarrow pouvait paraître paisible, mais sous son apparence silencieuse, les flots de tromperie et de danger déferlaient plus fort que jamais. Et elle, avec sa sagesse discrète et sa perspicacité, était déterminée à faire éclater la vérité, avant qu'elle ne sombre à jamais dans les ténèbres. La brume matinale planait sur Netherbarrow, adoucissant les contours du village tandis que l'aube se levait dans une lumière hésitante. Miss Marple était déjà à sa fenêtre, observant tranquillement le lent réveil de la campagne. Les événements des jours précédents s'étaient ancrés avec difficulté dans son esprit, chaque nouvelle découverte ajoutant des questions à son interrogation. L'ombre de la disparition d'Albertine Blunt s'allongeait d'heure en heure, et le calme fragile brièvement revenu était désormais troublé par une nouvelle incertitude. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était l'inspecteur, Creel, l'air plus las que d'habitude, mais portant un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. « Mademoiselle Marple, dit-il, je sors du cabinet du notaire. Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Elle l'invita à entrer et ils s'installèrent à la table de la cuisine. Il déplia soigneusement le paquet pour révéler une pile de vieilles lettres nouées d'un ruban délavé. Celles-ci ont été trouvées dans un compartiment secret du bureau d'Albertine, expliqua Creel. Le notaire ne les a découvertes que ce matin. Il semble qu'Albertine conservait des documents importants, une correspondance qui pourrait expliquer la tension que nous avons observée. Les yeux de Miss Marple brillèrent d'intérêt lorsqu'elle prit la lettre du haut. Le papier était cassant, l'encre passée, mais lisible. L'écriture était précise, presque formelle, mais sous cette écriture soignée se cachait une urgence indéniable. La lettre était adressée à un certain M et son contenu laissait entrevoir un secret longtemps enfoui. Un scandale familial qui menaçait réputation et vie. Elle fait ici référence à un incident survenu il y a une vingtaine d'années. « Un ici, murmura Miss Marple, lisant un extrait à voix haute. « Si la vérité éclate, elle détruira tout ce que nous avons construit. Les dettes que nous portons en silence sont plus lourdes que n'importe quelle pièce. » Creel fronça les sourcils. Cela change la donne. Peut-être que la peur d'Albertine n'était pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui avaient un intérêt dans ce secret. Miss Marple hocha lentement la tête. Et M pourrait être le mystérieux Monsieur Black du registre, ou quelqu'un qui lui est lié. Qui que soit M, le passé est bien vivant et empoisonne le présent. Déterminés à suivre cette piste, ils décidèrent de retrouver Evelyn Mercer. Evelyn avait parlé de dettes et d'un pacte avec Albertine. Peut-être ces lettres pourraient-elles fournir le chaînon manquant. En traversant le village, les rues silencieuses leur parurent plus pesantes, comme si les murs eux-mêmes les écoutaient. Evelyn les salua d'un regard méfiant, mais se réjouit de pouvoir reprendre la parole. Lorsque Miss Marple lui montra les lettres, les mains de la femme plus âgée tremblèrent légèrement. « Je ne savais pas qu'Albertine tenait des comptes aussi détaillés, » admit Evelyn d'une voix douce mais tendue. « Mais ces dettes témoignent de quelque chose de terrible. Les dettes qu'elle mentionne ne sont pas seulement financières. Il y a eu une tragédie impliquant la famille Blunt, un scandale étouffé qui aurait pu ruiner leur réputation. Sais-tu ce qui
C'est passé? Demanda doucement Crail. Evelyn hésita, puis hocha la tête. Il y a bien des années, avant l'époque de Reginald, il y eut un accident, une mort qui fut qualifiée de malheur, mais certains pensèrent qu'il s'agissait d'un acte criminel. La famille choisit le silence, enfouissant la vérité pour se protéger. Albertine, jeune femme, faisait partie de ce secret. L'esprit de Miss Marple s'activa rapidement, rassemblant les fragments. Et la chevalière, serait-elle le symbole de ce secret? Oui, répondit Evelyn d'une voix douce. L'anneau a été transmis pour rappeler à la famille son serment de garder la vérité secrète. Celui qui le détient porte le fardeau du silence. La révélation fit froid dans le dos. Crail regarda Miss Marple. Ceci explique les menaces reçues par Albertine. Quelqu'un craignait d'être démasqué. Mais qui? Se demanda Miss Marple à voix haute. Et pourquoi la génération actuelle serait-elle prête à tuer pour ça? Leur conversation fut interrompue par un coup sec frappé à la porte. Une jeune villageoise, rouge et essoufflée, entra, serrant contre elle un mot plié. « Mademoiselle Marple, inspecteur », dit-elle d'un ton pressant. « Ceci a été glissé sous ma porte ce matin. Il vous est adressé. » Miss Marple prit le mot et le déplia soigneusement. Le message était bref, mais indéniablement menaçant. « Arrêtez de creuser ou vous en subirez les conséquences. » La mâchoire de Crail se serra. Il nous surveilla de près. Le regard de Miss Marple était fixe, et cet avertissement signifie seulement que nous sommes proches de la vérité. Après le départ du visiteur, Miss Marple et Crail se préparèrent à retourner au Green Lantern. Les paroles de l'aubergiste les avaient marqués. Les rencontres, furtives, les clients silencieux, les transactions secrètes. Il y avait quelque chose dans cet endroit, quelque chose que les villageois taisaient. Au Green Lantern, l'atmosphère était lourde de fumée et de conversations chuchotées. Miss Marple scruta la salle du regard, remarquant les visages familiers, mais aussi les nouveaux arrivants, les ombres flottant aux abords de la foule. Elle s'approcha de Madame Harding, qui servait derrière le bar avec la même prudence. « Madame Harding, » commença Mademoiselle Marple, « avez-vous remarqué des visiteurs inhabituels récemment? Des personnes qui pourraient être liées aux affaires de la famille Blunt. » Madame Harding hocha lentement la tête. « Un homme vient régulièrement, un inconnu, grand et brun, à l'air posé. Il pose des questions sur le domaine Blunt, et il n'est pas du coin. J'ai entendu des villageois murmurer qu'il était avocat ou détective privé, mais personne n'en est certain. « L'avez-vous vu parler à Charles Blunt ?» demanda Crail. Madame Harding secoua la tête. « Je ne peux pas le dire, mais j'ai vu Charles rencontrer un autre homme, plus jeune, au regard perçant, juste à l'extérieur du village la semaine dernière. Ils parlaient à voix basse, regardant autour d'eux comme s'ils avaient peur d'être entendus. » Miss Marple échangea un regard avec Crail. On dirait que le filet se resserre. Ceux qui sont derrière ces événements se font des alliés. Alors que la soirée avançait, Miss Marple et Crail quittèrent l'auberge avec plus de questions que de réponses. Le mystérieux M, le scandale familial, le pacte secret, les lettres menaçantes et les silhouettes désormais obscures évoluant dans le Nether Barrow, tels des fantômes. Tout annonçait un dénouement qui semblait inévitable. De retour à son cottage, Miss Marple déposa les lettres devant elle et se servit une tasse de thé. La lueur vacillante des bougies projetait de longues ombres, reflétant l'obscurité qui s'était installée sur le village. Ses pensées revinrent à Albertine, craintive, accablée, désespérée. Celui qui l'avait réduite au silence était toujours là, à l'observer, à l'attendre. Mais Miss Marple était certaine d'une chose. Aucun secret, aussi profondément enfoui soit-il, ne pouvait rester caché, à jamais, et elle veillerait à ce que la vérité, dans toute sa complexité et sa douleur, soit révélée avant que d'autres vies ne soient perdues dans l'ombre. L'aube grise et froide se leva sur Nether Barrow, le ciel, chargé de nuages bas, annonçant la pluie. Miss Marple se réveilla l'esprit agité, ses pensées s'en mêlant autour des récentes découvertes, les lettres, les menaces et les silhouettes invisibles. Le village lui-même paraissait différent, ses rues pittoresques et ses visages familiers, comme enveloppés de suspicion et de malaise. Elle s'habilla en silence et se prépara pour une promenade matinale,
une habitude qu'elle trouvait utile pour reconstituer les énigmes complexes. Lorsqu'elle sortit, l'air était vif, chargé d'un léger parfum de terre humide et de fleurs printanières, en bouton. Le village commençait à peine à s'animer. Les volets s'ouvraient lentement et le bruit lointain des plats provenait de la boulangerie. Les pas de Miss Marple la conduisirent vers le cimetière, où la lumière matinale filtrait à travers les ifs centenaires et projetait de longues ombres délicates sur les tombes. Son regard se posa sur la parcelle familiale des Blunt, un coin, modeste mais bien entretenu, orné de pierres tombales usées par les intempéries, dont celle d'un jeune homme décédé au début de la vingtaine. C'était le nom qu'elle avait lu dans les lettres, la tragédie qui avait façonné l'histoire, silencieuse de la famille. Elle s'agenouilla brièvement, ses doigts caressant la pierre brute. La tristesse de la perte, cachée pendant des décennies sous les sourires polis et les ragots du village, semblait presque palpable ici. En se levant, elle remarqua une silhouette s'approcher sur le chemin. Charles Blunt, l'héritier de Nether Barrow Hall, l'air pensif et tiré. Il la salua d'un hochement de tête, une lueur d'hésitation perçant son regard. « Mademoiselle Marple, » dit-il doucement, « je voulais vous parler. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées, et je crains que ce ne soit que le début. » Elle hocha la tête. « En effet, Charles, les ombres s'allongent et le passé se réveille. » Il la conduisit vers la place du village, où se rassemblaient les lève-tôt. Le bourdonnement habituel de la vie quotidienne semblait désormais fragile, tendu par le poids des récents événements. Charles confia avoir parlé avec le mystérieux inconnu du Green Lantern, l'homme décrit par Madame Harding. Le visiteur prétendait être un enquêteur engagé par un inconnu pour enquêter sur les affaires du domaine Blunt. Charles avoua que cela le mettait mal à l'aise, ne sachant pas à qui faire confiance. Miss Marple réfléchit à cela. L'arrivée d'un étranger perturbe souvent un équilibre fragile. Des secrets autrefois bien gardés deviennent vulnérables. Leur conversation fut interrompue par un vacarme soudain près de la place du village. Une foule se rassemblait, les voix s'élevant, avec inquiétude. Miss Marple et Charles se précipitèrent vers le bruit, se faufilant à travers la foule et découvrant l'inspecteur Crail debout au-dessus d'une petite silhouette inerte, affalée sur les pavés. Evelyn Mercer. Le visage de Crail était grave, tandis qu'il vérifiait son pouls et appelait à l'aide. Les yeux d'Evelyn s'ouvrirent brusquement, embrumés par la confusion. « Poison !» murmura-t-elle faiblement avant de perdre connaissance. Les villageois murmurèrent avec anxiété. Evelyn, témoin clé et détentrice de secrets vitaux, était devenue la dernière victime de ce drame. Le cœur de Miss Marple se serra, mais son esprit s'aiguisa. Quiconque souhaitait cacher la vérité était prêt à transformer ses menaces en violence. Une fois Evelyn emmenée chez le médecin local, Miss Marple et Crail échangèrent un regard plus éloquent que les mots. Elles étaient désormais engagées dans une course contre la montre, non seulement pour démasquer le meurtrier, mais aussi pour protéger les personnes encore vulnérables. De retour au cottage, Miss Marple s'interrogea sur les motivations possibles du silence d'Evelyn. Protégeait-elle quelqu'un? Ou savait-elle plus de choses qu'on ne le soupçonnait? La réponse arriva de manière inattendue cet après-midi-là. Une lettre arriva, non signée, mais incontestablement d'Evelyn. Elle fut déposée à la porte de Miss Marple, soigneusement pliée d'une main délicate. Le mot disait « Rejoignez-moi au crépuscule près du vieux moulin. Il y a des vérités que je dois partager avant qu'il ne soit trop tard. » Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Le vieux moulin se dressait à l'orée du village, vestige délabré du passé industrieux de Nether Barrow, désormais envahi par la végétation et rarement visité. Elle savait que c'était une rencontre dangereuse, mais le courage d'Evelyn exigeait qu'elle l'écoute. Alors que le crépuscule s'épaississait, Miss Marple se dirigea vers le moulin, le bruit sourd de ses pas étouffé par la brume épaisse du soir. Les murs de pierre effondrés se profilaient dans l'obscurité, et l'air sentait la mousse et le vieux bois. Là, près de la roue à aube en ruine, se tenait Evelyn, pâle mais déterminée. Elle serrait contre elle un petit paquet enveloppé, dans du tissu. « Merci d'être venue, Miss Marple, » dit Evelyn à voix basse. « Il y a des choses que je me suis cachées, même à moi-même, mais je ne peux plus en supporter le poids seul.
Elle détacha le paquet pour révéler un journal, intime relié en cuir usé. « Il appartenait à Albertine », expliqua Evelyne. « Elle me l'a donné il y a des années, me confiant sa sécurité. Il contient ses pensées, ses confessions et la clé de l'énigme que nous essayons de résoudre. » Miss Marple ouvrit le journal et parcourut l'écriture délicate à la lueur des bougies. Les notes révélaient la peur grandissante d'Albertine, à mesure qu'elle en apprenait davantage sur le vieux scandale familial, une histoire de trahison, de chantage et de tentatives désespérées de préserver le nom de la famille. Mais au fil des pages, une révélation se fit jour. Albertine soupçonnait un proche d'orchestrer les récentes menaces, et maintenant, peut-être, les attentats contre Evelyne. Albertine croyait en sa propre sœur, Margaret, murmura Evelyne. Elle se disputait âprement le passé, et la jalousie et le ressentiment de Margaret se sont transformés en une sombre épreuve. Miss Marple sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Margaret, apparemment dévouée, pourtant si désemparée et inoffensive, avait peut-être un mobile plus puissant que quiconque ne l'avait imaginé. Soudain, un bruissement dans l'ombre les fit sursauter. Une silhouette émergea. Un homme grand et vêtu d'une cape, le visage partiellement caché par un chapeau. « Vous ne devriez pas être ici », prévint-il d'une voix basse et dure. « Le passé est enfoui, et ceux qui creusent n'apportent que du danger. » Miss Marple s'avança calmement. « Nous ne cherchons que la vérité. » L'homme hésita, puis disparut dans le brouillard, laissant derrière lui un écho de menace. Alors qu'Evelyne et Miss Marple regagnaient prudemment le village, le poids de la nuit pesait sur elles. L'ennemi était proche, désespéré et dangereux. Mais Miss Marple, avec sa détermination tranquille et sa perspicacité, était encore plus proche de démasquer le véritable coupable derrière la veuve qui assista à ses propres funérailles. Le village dormait mal sous la lune montante, les secrets de Nether. Barrow tissant une toile emmêlée que seuls les détectives les plus doux pouvaient espérer démêler. Le lendemain matin arriva avec une lucidité qui trahissait l'agitation qui couvait encore sous la surface de Nether Barrow. Le village semblait arborer son calme habituel comme un masque fragile, mais Miss Marple savait bien avec quelle rapidité de telles façades pouvaient voler en éclats. La rencontre au vieux moulin, le mystérieux avertissement et l'empoisonnement, presque fatal d'Evelyne, approfondirent l'ombre qui planait sur le village. Les révélations du journal jetèrent un nouvel éclairage sur d'anciens griefs, suggérant que l'apparence sereine de Margaret Blunt dissimulait peut-être une tempête de ressentiment et de jalousie. Miss Marple commença la journée en rendant visite à Evelyne dans son logement, une modeste maisonnette à la sortie du village. La jeune femme se reposait, mais visiblement pâle, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Je suis contente que vous soyez venue, Miss Marple, » dit doucement Evelyne. « J'ai tant de choses à vous dire, mais je me sens observer, même ici. » Miss Marple sourit doucement. « La peur est une puissante compagne, mais n'oubliez pas que le courage réside souvent dans les cœurs les plus calmes. » Evelyne hocha la tête, serrant fermement le journal. Margaret a toujours été fière, mais depuis la mort d'Albertine, elle est devenue différente, froide, calculatrice. Les menaces que j'ai reçues, la lettre que tu as trouvée, l'agression, tout pointe vers elle. Mais je n'ai aucune preuve, et la police semble pressée de classer l'affaire, la mort de la pauvre Albertine étant accidentelle. L'esprit de la détective s'emballait. L'absence de preuves solides était souvent l'arme la plus puissante pour ceux qui souhaitaient dissimuler leur culpabilité. « Nous devons être prudents, » dit-elle. « Margaret en sait plus qu'elle ne le laisse paraître, et elle vous surveillera de près. Mais vous ne devez pas rester silencieux. » Leur conversation fut interrompue par un léger coup frappé à la porte. Un visiteur, le docteur James Fairchild, le médecin du village, apparut avec un sourire discret. Ami de longue date des Blunt, Mademoiselle Hay, Marple ressentait depuis longtemps un profond malaise à sa proximité. « Je suis venu voir Evelyne, » dit-il. L'empoisonnement n'était pas accidentel. Celui qui a fait ça voulait envoyer un message clair. Miss Marple étudia son expression. « Soupçonnez-vous Margaret Blunt ?» Le docteur Fairchild hésita, puis dit doucement « Il y a des rumeurs, mais sans preuve, on ne peut rien faire. »
Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Parfois, la vérité ne réside pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on dit entre les lignes. Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple se dirigea vers Netherbarrow Hall. Le majestueux domaine se dressait fièrement au sommet d'une douce colline, ses murs de pierre recouverts de lierre, mais l'atmosphère était chargée de tension. Charles Blunt l'accueillit à la porte, le visage empreint d'inquiétude. « Mademoiselle Marple », dit-il en l'invitant à entrer. « Les choses ont changé depuis les funérailles d'Albertine. Ma sœur est repliée sur elle-même, presque hostile, et mon père est distant. La maison est comme une poudrière. » Dans le salon, Margaret était assise près de la fenêtre, la posture rigide, le regard froid et attentif. Elle salua Miss Marple avec une politesse mesurée qui ne parvenait pas à masquer la dureté de ses propos. « J'ai cru comprendre que vous posiez des questions, » dit Margaret d'un ton calme. « J'espère que vous ne trouverez aucune raison de troubler davantage la paix. » Miss Marple lui rendit son sourire avec chaleur, sans que son regard ne faiblisse. « Au contraire, Madame Blunt, parfois, seule la compréhension permet de trouver la paix. » Les lèvres de Margaret se pressèrent en une fine ligne, et l'air entre elles semblait chargé. Durant la visite, Miss Marple observa attentivement, notant les petits détails, le léger tremblement de la main de Margaret lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, la façon dont son regard se posait sur les portraits de famille à la mention du nom d'Evelyn, le léger serrement de sa mâchoire. C'étaient des indices qui, pour un œil non averti, pouvaient être insignifiants, mais pour Miss Marple, ils en disaient long. Alors que les ombres du soir s'allongeaient, Charles confia à Miss Marple ses craintes que les secrets longtemps cachés de la famille ne soient dévoilés, menaçant non seulement leur réputation, mais aussi leur sécurité. La mort d'Albertine n'était pas un accident, insista-t-il. Et si Evelyn a raison, l'amertume de Margaret est plus profonde que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Miss Marple hocha la tête pensivement. Les haines nées dans le silence engendrent souvent les actes les plus sombres. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu dans sa chaumière, son journal ouvert devant elle. Les notes révélaient plus que de vieilles blessures. Elles laissaient entrevoir un conflit d'héritage, soigneusement dissimulé, une liaison secrète et une trahison si profonde qu'elle avait brisé les liens familiaux. Les mots d'Albertine, écrits dans un moment de peur et de chagrin, suggéraient qu'elle avait découvert un complot visant à prendre le contrôle du domaine, en discréditant et en éliminant ceux qui s'y opposaient. Les pensées de Miss Marple furent interrompues par un coup frappé. C'était l'inspecteur Crail, venu annoncer la nouvelle. « Miss Marple, nous avons trouvé quelque chose. Une preuve qui pourrait tout changer. » Ensemble, ils examinèrent le petit morceau de papier, plié que Crail sortit de la poche de son manteau. C'était un fragment d'une vieille lettre, caché dans l'un des livres de la bibliothèque de Netherbarrow Hall. L'écriture correspondait à celle du journal d'Albertine, et le contenu était accablant. Il y était question de menaces, de rencontres secrètes et d'un dernier avertissement de se méfier de ses proches. La lettre confirme qu'Albertine craignait pour sa vie, dit Crail d'un ton grave. Mais elle mentionne aussi un rendez-vous au vieux moulin, là même où vous avez rencontré Evelyn. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Le moulin, le journal, l'agression d'Evelyn, tout cela était lié dans un réseau de peur et de tromperie. Il faut découvrir qui accompagnait Albertine à ce rendez-vous, dit Miss Marple. Et pourquoi? Cela a tourné au drame. Le lendemain, une visiteuse inattendue arriva. Margaret Blunt en personne. Elle se présenta à la porte de Miss Marple, le visage pâle, le regard empli d'une intensité à la fois suppliante et provocatrice. « Je suis venue pour vous parler franchement », m'a dit Margaret d'une voix tremblante. « Albertine et moi avions des différends, mais je ne l'ai pas tuée. J'ai des secrets qui pourraient expliquer bien des choses, mais je jure que je n'ai jamais voulu lui faire de mal. » Miss Marple écouta patiemment Margaret lui raconter une histoire de rivalité, de jalousie et de désespoir. Elle avoua avoir confronté Albertine au sujet du litige d'héritage, mais nia toute violence. Elle révéla qu'elle était au moulin, cette nuit-là, mais qu'elle était partie avant la confrontation fatale. Tandis que Margaret parlait, Miss Marple percevait un mélange de vérité et de dissimulation. La femme était accablée de culpabilité, mais pas nécessairement de meurtre.
Merci pour votre honnêteté, dit doucement Miss Marple. Parfois, la vérité doit être révélée par couches. Avec ces nouveaux aveux, l'enquête prit une urgence nouvelle. Les liens de jalousie, de peur et de désespoir se resserrèrent, et Miss Marple savait que le dénouement final était proche. Mais elle savait aussi que les apparences pouvaient être trompeuses, et que le véritable meurtrier se cachait peut-être, encore derrière un voile d'innocence. Le village de Nether Barrow retenait son souffle, attendant que le détective discret révèle les secrets qui couvaient sous sa surface tranquille depuis bien trop longtemps. Et Miss Marple, avec son œil perçant et sa douce persévérance, était plus proche que jamais de découvrir la vérité sur la veuve qui assista à ses propres funérailles. Le lendemain matin, une brume s'accrochait aux champs et aux haies, de Nether Barrow comme un linceul, reflétant l'incertitude persistante qui régnait dans le village. Miss Marple avait passé une nuit agitée à reconstituer les pièces du dossier, son esprit s'agitant sur la myriade de motivations et de demi-vérités qui enchevêtrèrent l'histoire de la famille Blunt. Les aveux de Margaret, bien que révélateurs, n'avaient fait qu'ajouter à la complexité, et la découverte de la lettre laissait entrevoir un réseau bien plus complexe qu'on ne l'avait imaginé jusque-là. Alors qu'elle empruntait les ruelles tranquilles du village en direction du commissariat, Miss Marple fut interrompue par la vision inattendue d'Evelyn, seule sous un grand chêne. La jeune femme était tendue, son regard scrutant la route avec anxiété. « Evelyn », la salua doucement Miss Marple. « Tu as l'air troublée. » Evelyn hésita avant de parler. « Je pensais que tu devrais savoir. J'ai trouvé quelque chose hier soir dans les papiers de Margaret, quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ça concerne la mort d'Albertine. » L'intérêt de Miss Marple fut piqué. « Qu'as-tu trouvé ?» Evelyn sortit un morceau de papier froissé de sa poche. « Ceci est un mot, écrit de la main d'Albertine. Il n'était pas dans le journal. Il mentionne une deuxième rencontre qu'Albertine avait planifiée en secret avec quelqu'un qu'elle redoutait. » Miss Marple examina attentivement le message. Le message était bref mais glaçant. « Si je ne reviens pas avant la tombée de la nuit, ne faites confiance à personne, sauf aux ombres. » Cette phrase, « ne faites confiance qu'aux ombres », suggère qu'Albertine avait une peur bleue, peut-être d'un proche, murmura Miss Marple. À qui aurait-elle pu faire confiance? Evelyn détourna le regard, puis murmura « Je ne sais pas, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. » Ils marchèrent ensemble vers la gare, où l'inspecteur Crail les attendait avec des nouvelles fraîches. La police avait réexaminé les preuves et découvert un indice surprenant, un petit bouton arraché à un vêtement, retrouvé près de la roue à aube du moulin. Il n'était fait d'aucun tissu courant chez les Blunt, ni dans les vêtements habituels des villageois. « Mademoiselle Marple, dit Crail d'un ton grave, ce bouton pourrait appartenir à quelqu'un d'extérieur au cercle familial, quelqu'un qui avait accès au moulin cette nuit-là. » Miss Marple hocha lentement la tête. Il faut se demander qui pouvait bien se cacher dans l'ombre, comme Albertine le craignait. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Charles Blunt, qui semblait bouleversé. « J'ai quelque chose à avouer, » dit-il d'une voix tremblante. « Il y a un homme, un vieil ami d'Albertine, qui est revenu au village. Je ne l'avais pas mentionné avant, espérant qu'il était inoffensif, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. » Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Et qui cela peut-il bien être? Il s'appelle Gérald Marsh, » expliqua Charles. Ils avaient une histoire compliquée, liée à une affaire qui avait mal tourné. Il avait quitté la ville il y a des années, mais il est revenu récemment. Je craignais qu'il ne sème le trouble. Crail fronça les sourcils. Il faut absolument retrouver ce Gérald Marsh. Les recherches les menèrent à une petite maison miteuse à la périphérie du village. Ils y trouvèrent Marsh, un homme décharné au regard inquiet, qui prétendait ignorer la mort d'Albertine et nier toute implication. Pourtant, le bouton trouvé près du moulin correspondait à son manteau. Miss Marple observa Marsh attentivement. Ses regards nerveux et son tempérament vif suggéraient qu'il cachait quelque chose de plus profond qu'il ne l'avouait. Interrogé sur le mot d'Albertine, il se mit sur la défensive, niant avoir jamais reçu un tel message. De retour à son cottage ce soir-là,
Miss Marple examina à nouveau les pièces du puzzle. Le journal, les rencontres secrètes, le mot mystérieux, et maintenant la présence de Marsh, tout indiquait une conspiration enveloppée de peur et de trahison. Pourtant, la question demeurait. Qui avait la motivation la plus forte pour faire taire Albertine? Ces réflexions furent interrompues par un appel d'Evelyn. « Mademoiselle Marple, j'ai découvert quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait tout changer. » Avec empressement, Miss Marple se rendit au cottage d'Evelyn, où la jeune femme révéla un compartiment caché dans le bureau de Margaret, contenant des lettres qui révélaient une querelle amère non seulement à propos d'un héritage, mais aussi un sombre scandale impliquant le passé d'Albertine, une liaison secrète avec un homme qui était désormais un membre respecté de la communauté. « Ces lettres accusent quelqu'un de trahison, » expliqua Evelyn. « Quelqu'un qui craignait d'être démasqué. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Voici le véritable cœur du mystère. Le passé, autrefois enfoui, s'est relevé pour réclamer son dû. Le lendemain, forte de ces nouvelles informations, Miss Marple organisa une réunion discrète à la salle des fêtes. Les personnages clés de l'affaire, Margaret, Charles, Evelyn et même Gérald Marsh, étaient présents, ainsi que l'inspecteur Crail. Avec sa subtilité habituelle, Miss Marple commença à démêler les chevaux. Elle parlait avec douceur mais fermeté, mêlant les indices, les passages cachés du journal, les notes menaçantes et la liaison secrète révélée par les lettres. Ces mots évoquaient les fantômes de vieilles rancœurs et de trahisons, les ramenant à la lumière crue du jour. Tandis que les villageois écoutaient, les visages pâlirent et les regards se tournèrent nerveusement. Le regard de Miss Marple se posa enfin sur un homme, modeste, calme, mais manifestement marqué par la culpabilité. Le véritable meurtrier, dit-elle doucement, était celui qui craignait par-dessus tout d'être démasqué, celui qui a tenté de réduire Albertine au silence pour protéger un secret qui aurait détruit sa réputation. La pièce était silencieuse, à l'exception des pas lents et délibérés du coupable qui s'avançait, incapable de nier plus longtemps la vérité. Ainsi, avec sa force tranquille et sa perspicacité infaillible, Miss Marple rendit justice à Nether Barrow, rappelant à tous que même les secrets les plus enfouis ne peuvent rester éternellement dans l'ombre. Le village guérirait, mais le souvenir de la veuve qui assista à ses propres funérailles persisterait, témoignage solennel de la fragilité de la frontière entre apparence et réalité. La salle des fêtes était silencieuse, l'air chargé de tension, tandis que le regard fixe de Miss Marple se posait sur l'homme dont le sang-froid commençait à faiblir. Jonathan Price, le notaire du village, se tenait immobile, le regard errant et nerveux malgré le calme qu'il s'efforçait de projeter. « C'était vous, » dit Miss Marple d'une voix douce, mais avec une certitude indéniable. « Vous craigniez que la liaison secrète d'Albertine ne ruine votre réputation soigneusement bâtie et votre réputation professionnelle. Vous saviez que si la vérité éclatait, elle non seulement vous déshonorerait, mais aussi compromettrait votre avenir à Nether Barrow. » Jonathan déglutit difficilement. « Je ne voulais pas la tuer. C'était un avertissement. Mais les avertissements peuvent s'avérer mortels, » répondit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Vous avez affronté Albertine au moulin, espérant la faire taire. La bagarre s'est terminée tragiquement, et lorsque vous avez réalisé ce que vous aviez fait, vous avez essayé de brouiller les pistes. » L'inspecteur Crail s'avança et hocha la tête solennellement. Le bouton déchiré trouvé près de la roue à eau correspond parfaitement au manteau de Jonathan, et les lettres découvertes par Evelyn ont révélé vos tentatives désespérées pour protéger votre secret. Margaret, les larmes aux yeux, murmura. « Je ne savais pas que la vérité était si confuse. Je pensais que c'était de la jalousie ou de la cupidité. » Miss Marple secoua la tête. « Souvent, c'est bien plus personnel que ça. La peur de la disgrâce, le besoin de préserver son statut social. Ces motivations peuvent être plus puissantes que tout autre. » Les épaules de Jonathan s'affaissèrent lorsqu'il comprit qu'il était impossible de s'échapper. Le choc du village céda la place à une compréhension solennelle. La communauté apparemment paisible dissimulait des ombres plus profondes qu'on ne l'aurait imaginé. Plus tard, tandis que les villageois commençaient à digérer la révélation, Miss Marple se tenait silencieusement près de la fenêtre de sa chaumière, contemplant les champs verdoyants. L'affaire était close.
Justice rendue. Mais le fragile vernis de tranquillité était irrémédiablement brisé. Elle réfléchissait à la nature humaine qu'elle avait longtemps observée. Comment la peur, l'amour, la fierté et le désespoir s'entremêlaient pour façonner les actes les plus sombres. À Netherbarrow, comme dans chaque village, le calme apparent cachait souvent un courant sous-jacent tumultueux. Avec un léger sourire entendu, Miss Marple se détourna de la fenêtre. Le village guérirait, lentement mais sûrement. Et elle, comme toujours, resterait discrètement vigilante, prête à percer le prochain mystère caché sous les doux rythmes de la vie campagnarde anglaise.